Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. L'or noir flambe à mesure que la situation au Moyen-Orient s'enlise. Ce jeudi, il a franchi un nouveau record. Alors ce choc va-t-il pousser les compagnies pétrolières à remettre un coup d'accélérateur, produire plus vite et investir dans de nouveaux gisements pour profiter de la hausse des prix ? A l'inverse, cette flambée va-t-elle servir d'électrochoc et accélérer la sortie du pétrole au profit des énergies renouvelables ? Flambée du pétrole, relancer la pompe ou tourner la page ? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Actors for Sustainability, centre de formation sur les enjeux de la transition et experte en finances durables. Joseph Delatte, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, expert énergie et climat à l'Institut Montaigne. Moez Hachmi, bonjour. Oh. Vous êtes spécialiste du secteur extractif au sein du cabinet de conseil EY. Et en face de vous, Jean Boissineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, auteur de La finance verte aux éditions Duno. Les cours du pétrole se sont encore affolés ce jeudi après les déclarations de Donald Trump qui n'excluent pas un blocage durable du détroit d'Ormuz. Le baril a atteint les $126, un record depuis 4 ans avant de reculer légèrement. Quelles conséquences à la pompe ? Jusqu'où les prix vont-ils encore grimper ? Un retour à la normale est-il encore possible ? Le point avec nos confrères de France 2. L'or noir flambe à mesure que la situation au Moyen-Orient s'enlise. Le pétrole atteint des niveaux records. Depuis le début de la crise, le prix du baril a presque doublé. De $72 jusqu'à un pic à $126. Inédit. Depuis les $139 de la guerre en Ukraine en 2022, encore loin des $147 de la crise de 2008. Un pétrole toujours plus cher qui pourrait encore faire grimper les prix en station. De quoi inquiéter ce livreur, son budget est déjà passé de 300 à 400 € par mois. J'essayais déjà d'aller au moins cher, donc là on fait encore plus attention. J'ai besoin de la voiture pour me déplacer, pour travailler, et puis donc voilà quoi, on n'a pas le choix. Comme lui, beaucoup d'automobilistes redoutent des prix au litre sans précédent. Je préfère ne pas y penser, parce que si j'y pense, je vais commencer à stresser par rapport au lendemain, et j'ai pas envie de ça. Jusqu'où les prix peuvent-ils monter ? Avec un baril autour de $125, le sans-plomb pourrait passer de 2,01 € à 2,18 €, le gazole de 2,21 € à 2,58 €. L'un des pires scénarios, $150 le baril. Le sans-plomb atteindrait alors 2,39 € et même 2,96 € pour le gazole. Plus $1 sur le prix du brut donne plus 1 centime à la pompe. Alors c'est pas toujours vérifié exactement, ça c'est un peu un ordre de grandeur, mais oui, les prix à la pompe peuvent encore augmenter. Il n'y a pas vraiment de plafond en fait, Ils suivent le prix du brut et si la situation géopolitique empire, les prix à la pompe continueront à augmenter. Si le détroit d'Ormuz est débloqué, il faudrait jusqu'à 1 an pour que les prix reviennent à leur niveau d'avant-guerre. Joseph Delatte, si on comprend bien ce reportage, même si la paix revient aujourd'hui, le retour à la normale, il s'annonce long et laborieux. Alors long et laborieux pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a des facilités qui ont été détruites, donc des usines, des lieux d'extraction qu'il va falloir reconstruire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous allez quand même avoir un effet du marché. Donc certains pays vont vouloir acheter plus, et donc du coup, les prix vont rester hauts parce que la demande va être assez élevée. Et enfin, l'instabilité politique restera comme un facteur assez déterminant sur les prix. On a vu un impact direct à la pompe pour les consommateurs. $1 de plus sur le prix du brut, c'est 1 centime de plus à la pompe, nous explique l'économiste dans le reportage. Si le conflit s'enlise, les prix pour les conducteurs continueront à augmenter. Vous êtes d'accord avec cette estimation, le compte est bon ? L'estimation, on pourrait la raffiner, ça pourrait être même plus. Mais en soi, oui, c'est normal. Plus vous avez une augmentation de la matière brute, plus le produit final vous coûte beaucoup plus cher. Et le reportage disait aussi qu'il n'y a pas de plafond. Jusqu'où les prix peuvent augmenter ? À un moment donné, on peut se dire que le consommateur n'aura plus les moyens de payer, les entreprises n'auront plus les moyens de tourner, ce sera plus rentable ? Oui, effectivement, je pense qu'à un certain moment, moi je ne pense pas que il n'y aura pas de plafond. À un certain moment, la demande, elle va agir, et un pétrolier, il a intérêt elle va quand même agir, à avoir... c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est-à-dire... À part ne pas consommer. Oui, un pétrolier, il a intérêt aussi à avoir du volume. Donc à un certain moment, il va avoir un arbitrage à faire entre l'effet prix et l'effet volume. Donc je pense qu'effectivement, le prix, à un certain moment, il va stagner. Mmh.
Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, globalement, on est en face de quelque chose qui est dans une quantité limitée. On a beaucoup de gens qui en veulent, les prix augmentent. C'est finalement assez standard et on va trouver cet équilibre. Ce qui est certain, c'est que les prix plus élevés, ça va finir par probablement conduire les consommateurs à réfléchir autrement à leur consommation de pétrole. Et pour les entreprises? Alors, pareil, je veux dire, à un certain moment, les entreprises vont essayer avant tout de répercuter le coût de l'énergie sur le consommateur. Donc, in fine, ce sera le consommateur qui va payer la facture. Et la même chose pour les entreprises, ils ont aussi intérêt à conserver les volumes. Et donc, il va y avoir aussi un arbitrage qui sera fait à un certain moment entre qui va prendre en charge cette perte. Est-ce que je peux en absorber une partie et laisser une partie au consommateur final? Et ce qui est aussi important, c'est que finalement, là, on s'aperçoit que les leçons de 2022 n'ont pas du tout été tirées et que donc, il y a quand même aussi tout le prix à la pompe est fait comme s'il n'y avait pas en cours des changements de consommation. Là, on a vu les chiffres, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 48%. Depuis le début de l'année, il y a un phénomène d'accélération. C'est-à-dire que, oui, les gens, effectivement, ils ne sont pas passifs par rapport au fait que le prix augmente. Donc, s'ils ont les moyens, ils essaient d'acheter une voiture électrique ou ils réduisent leur consommation. On parle quand même de 10% de réduction de la consommation en avril en France de carburant. Donc effectivement, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas parce que c'est leur outil de travail, etc. Mais ceux qui peuvent arbitrer. Et donc c'est effectivement une question à un moment, si vous pouvez vendre très cher, mais si vous n'avez plus de clients, vous vendez plus beaucoup en fait. Alors pour l'instant, les majors pétrolières profitent de la situation. Total vient d'annoncer l'un de ses meilleurs résultats de son histoire, près de 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, en hausse de 50% sur un an. Joseph Delatte, malgré les installations à l'arrêt au Qatar, en Irak, aux Émirats arabes unis, Total Energy sort gagnant de cette crise, on peut le dire? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que Total avait bien anticipé la crise et a fait des achats avant la guerre, notamment à Oman, pour 1 milliard d'euros, qui lui ont permis de faire des bénéfices assez records. D'ailleurs, ils ont des bénéfices supérieurs à la plupart de leurs concurrents. Donc c'est une bonne gestion de leur stock et une bonne gestion de leur politique de vente. Et ensuite, évidemment, à partir du moment où vous êtes un producteur, donc un extracteur, un producteur, un raffineur, et que vous revendez sur un marché qui est à la hausse, vous faites plus de marge. Et puis il y a aussi, il y a certes la flambée des cours, mais il y a aussi les activités de négoce de Total Energy. Exactement. Qui ont aussi profité de la volatilité provoquée par la guerre. Est-ce que gagner plus en profitant du chaos des marchés de l'énergie, on sait que c'est fréquent, mais est-ce qu'en temps de crise, c'est moralement acceptable? Vous voyez, ça permet à un acteur comme Total de faire en sorte qu'il puisse baisser un peu les prix à la pompe en France par rapport à ce qu'il fait dans d'autres régions du monde, parce qu'il décide d'agir pour la France et pas ailleurs. C'est un peu l'œuf et la poule. Si c'était pas Total, ce serait une autre entreprise. Alors on peut juger de l'éthique du comportement, mais en soi, je pense que c'est un comportement normal dans un marché marché mondialisé des hydrocarbures. Alors les grandes compagnies, on peut se dire qu'elles peuvent être tentées de se désengager d'un Moyen-Orient devenu instable, mais au regard de ces chiffres, finalement, ce n'est pas trop le cas, en tout cas pour Total. Si. Enfin, je pense que les pétroliers vont tenir compte de ce qui s'est passé en Iran en matière de risque. En fait, il faut savoir qu'on est face à des industriels. Les majors, ce sont des industriels, et donc lorsqu'ils analysent leur portefeuille, avant tout, ils analysent le risque. Et donc effectivement, le fait qu'aujourd'hui, la région de Moyen-Orient devient plus risquée, ça va les inciter demain à aller voir ailleurs. Donc ça, c'est une réalité. Mais pas pour autant quitter le Moyen-Orient. Non, peut-être pas tout de suite, parce que quand même, il y a 10 milliards et 10 milliards de dollars qui sont dépensés, et donc on ne peut pas les balayer comme ça assez simplement. Donc, par contre, effectivement, sur les projets futurs, oui, on va en tenir compte de cette nouvelle composante de Moyen-Orient qui est une composante du risque qui n'existait pas auparavant. Oui, en fait, au Moyen-Orient, c'est probablement un des coûts d'extraction les plus faibles du monde. Donc, en fait, ce qu'on vient de découvrir, c'est que parce que le pétrole est facilement exactement. facile à extraire. Exactement. Et qu'en plus de ce coût d'extraction, on va payer une prime de sécurité est-ce que le détroit d'Ormuz est ouvert, fermé, voilà. Donc le coût remonte un petit peu. Et le coût assurantiel remonte énormément aussi. Donc ça, c'est un point clé. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ce qui est quand même une espèce d'angle mort qui sont les profiteurs de guerre, c'est en fait les traders. Les traders sur les marchés de l'énergie qui sont plutôt en Suisse et plutôt dans des endroits défiscalisés. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'instrumentalisation sur est-ce qu'il faut taxer des profits, mais en fait la question, c'est plutôt que ceux qui sont vraiment, et on parle quand même de
quelque chose qui serait de l'ordre de entre 10 et 15% du PIB suisse, qui est réalisé seulement par les spéculations sur les marchés de l'énergie. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui peut constituer un problème éthique dans ce cas-là, mais qui est hors de portée des gouvernements comme le gouvernement français. Alors, c'est ce qu'on appelle la rente de la volatilité. En fait, hein. On ne découvre pas ça aujourd'hui, hein. Ça existait. On en parle à par le chaque passé. crise. Hein. Effectivement, on en parle à chaque crise. C'est une notion économique, elle existe, c'est une réalité. Effectivement, donc il y a des gens qui en profitent, les traders, les pétroliers aussi, hein, qui possèdent aussi des branches de trading. Donc oui. Dans son communiqué, Total Energy dit envisager d'accélérer des projets à cycle court pour tirer parti des prix actuels des hydrocarbures. Moïse Ajmi, concrètement, ça veut dire quoi? C'est exploiter... Alors, de manière générale, en fait, si on prend les pétroliers aujourd'hui, face à un prix qui est élevé, va se poser la question tout simplement des gisements qui sont en fin de vie. Et plus le cours est élevé, plus on pourra donner une nouvelle vie à ces gisements de fin de vie, et donc via bien évidemment des investissements d'extension. Donc c'est ça ce que ça veut dire, hein. Il n'y a pas que Total Energy, hein, c'est l'ensemble des pétroliers qui aujourd'hui vont aussi se pencher sur un peu les projets qui sont en fin de vie pour aller un peu faire des extensions et encore pousser un petit peu la durée de vie de ces gisements. Voire agrandir ces champs existants. Extension en termes de durée surtout. D'accord. Continuer à produire encore plusieurs années, parce que plus on produit en fait un champ en déclin, en fin de vie, il coûte plus cher qu'en début de vie. En fait. Et avec un pétrole Avec à pétrole plus de qui est 100 $, élevé, effectivement, ça devient intéressant de le faire. Ça devient... Oui, et il y a un phénomène aussi assez intéressant à regarder, qui est que plus votre matière première, votre pétrole, hein, ou votre gaz d'ailleurs, augmente et a un prix marginal qui augmente et qui donc moyen, lissé sur un an, est plus élevé, plus des projets qui en fait ne voyaient pas le jour parce qu'ils étaient trop chers à exploiter, vont potentiellement être exploités. Alors on pense au sable bitumineux du Canada, on pense au fracking, hein, donc tout ce qui consiste à aller chercher le gaz de schiste dans le sol. Voilà, donc ces projets-là risquent d'être rentables sur le long terme. En tout cas, sur le temps que les prix si sont le chers. prix du pétrole se maintient à ce prix-là... Si le prix se maintient. En fait, c'est ça qui est C'était pas intéressant, passé en 2022, ouais. Voilà, et puis ça fait quand même plusieurs fois. Alors, le gaz de schiste est bien cassé la figure en termes financiers avant 2022. Il a une nouvelle vie après 2022 grâce, effectivement, à nouveau la montée du prix du pétrole. Mais cela dit, il est redescendu. Et en fait, il y a quand même un sujet énorme qui est le prix du pétrole reste certes tributaire de ce qui se passe en géopolitique, mais aussi de la demande. Et si, à force de répéter les crises, on finit par faire baisser la demande, il y a quand même la plupart de ces coûts d'exploration s'étalent sur 10, 15 ou 20 ans. Donc il faudrait qu'il pendant 10, 15 ou 20 ans, le pétrole soit à des niveaux, le cours du pétrole soit à des niveaux très élevés. Donc ça reste un énorme point d'interrogation. Mais c'est important, c'est pas du jour au lendemain en fait qu'on va changer de stratégie, que les majors vont changer de stratégie. Ce qu'il leur faut, c'est la visibilité. Aujourd'hui, la visibilité, elle n'existe pas aujourd'hui. La visibilité, certes, les prix sont élevés, donc très bien, ça peut donner d'autres opportunités, mais c'est pas cette hausse ponctuelle qui va inciter les majors à aller se tourner vers de nouveaux projets ou des projets plus coûteux. Il leur faut de la visibilité. La visibilité n'existe pas aujourd'hui. Il y en a certaines qui ont quand même déjà annoncé de nouveaux projets. Je pense notamment ces dernières semaines, le Britannique BP qui a acquis 3 blocs d'exploration offshore en Namibie. Oui. L'Américain ExxonMobil qui envisage d'investir jusqu'à 20 milliards d'euros dans 2 projets pétroliers en eau profonde au Nigeria. C'est quand même une conséquence directe de la crise au Moyen-Orient. C'est ce regain d'intérêt en Afrique ou non, je ne pense pas que c'est une conséquence directe. C'est comme des projets qui existaient auparavant en analyse de portefeuille. La Namibie, que vous avez citée, effectivement, c'est une zone qui est aujourd'hui assez captive, qui englobe énormément de potentiel en matière de découverte gazière. Captif, ça veut dire que c'est attractif ? C'est attractif, pardon. Attractif. Et donc, oui, il y a énormément de pétroliers qui étudient, qui essayent d'analyser, explorer de nouvelles découvertes dans ce qu'on appelle le bassin orange de l'Afrique. De fait de ce potentiel gazier en particulier. Aujourd'hui, le gaz, il attire de plus en plus de pétroliers. Et donc, les pétroliers sont à la recherche de nouvelles découvertes gazières. Et effectivement, le bassin orange en fait partie de ces zones un peu attractives en termes de potentiel. Pour vous, ce regain d'intérêt pour l'Afrique, c'est un regain d'intérêt qui se confirme pour l'Afrique ? Oui, alors, moi je pense effectivement l'Afrique reste un continent qui est encore sous-exploré, qui contient encore énormément de potentiel. Je pense effectivement que la crise au Moyen-Orient va pousser beaucoup plus de travaux d'exploration et d'intensité d'exploration sur le continent africain, tout simplement parce qu'il existe encore pas mal de zones non encore découvertes. Le seul point négatif du continent africain, c'est plutôt l'infrastructure et la logistique.
Et il y a aussi le point climatique. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que aujourd'hui, on a 2 assemblées générales qui sont celles de BP qui vient de se tenir et celle de Shell qui va se tenir, qui sont quand même un signal important pour montrer qu'il n'y a pas un enthousiasme débridé de tous les actionnaires à aller vers ce type de stratégie où on achète tous azimuts, où on développe tous azimuts à des coûts extrêmement élevés. On parle de plusieurs milliards à chaque fois. Et dans le cas de BP, qui a vraiment fait un retournement, puisqu'ils avaient une stratégie verte et maintenant ils ont une stratégie tout fossile. Et il y a eu quand même les analystes de l'Assemblée générale disent qu'il y a eu vraiment une révolte, une rébellion des actionnaires. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une résolution qui avait été déposée par des actionnaires qui détiennent 1400 milliards d'actifs, qui voulaient des explications sur la cohérence climatique et financière de la stratégie de BP en disant on n'aura pas de retour sur investissement, c'est en risque, expliquez-nous comment vous voulez faire. Et donc BP a refusé d'inscrire cette résolution à son Assemblée générale. Et du coup, alors vous allez me dire, il a été élu, le patron de BP a été élu avec 80% des voix. Alors, dans une élection démocratique, c'est beaucoup. Dans une élection en AG, c'est pas du tout bien, puisqu'on est élu en général entre 95 et 98%. Donc il y a eu un premier message extrêmement négatif. Deuxième message qui était un refus de la majorité des actionnaires de ce que les AG deviennent digitales, c'est-à-dire qu'il n'ait plus droit à la parole. Et dans le cas de Shell, c'est encore pire, puisque eux, ils viennent d'investir 16 milliards dans du gaz de schiste canadien, ce qui est quand même une petite somme. Et donc, du coup, la même résolution est déposée. Pour l'instant, on ne sait pas, ça sera le 19 mai, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais surtout, ils ont 2 procès en cours sur le fait de les obliger à avoir une trajectoire climatique qui soit de moins 45%. Et le premier procès qui était en 2021, les a condamnés à respecter cette trajectoire. Du coup, ils ont déplacé leur siège social, qui était aux Pays-Bas, vers Londres en espérant qu'ils allaient être moins embêtés. Malheureusement, ils ont un nouveau procès. Donc, ça ne se passe pas si simplement, cette histoire-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette fronde ? Alors, on a compris que c'était une minorité d'actionnaires, mais quand même assez notable. Dans le monde de l'énergie fossile, je parle bien d'énergie fossile et pas d'énergie, vous avez quand même des tendances qui s'affrontent, notamment sur les projections de demande de gaz et de pétrole. Alors, je pense que le gaz, il faut le mettre sur le côté. La demande de gaz, elle est pratiquement consensuellement construite pour augmenter encore, pour des raisons de transition dans plein de régions du monde. Sur le pétrole, il y a une vraie bataille. Il y a une bataille entre ceux qui considèrent qu'on approche en fait de ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le sommet de la consommation pétrolière mondiale. Certains économistes le pensent. Ça, on l'entend depuis assez longtemps. Oui, mais sauf qu'on arrive à un moment où la Chine a atteint son pic. Au niveau de la consommation pétrolière, ça c'est de l'aveu du gouvernement chinois lui-même, voilà, ils le disent, on le sait bien, et c'est le plus grand consommateur mondial. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous aurez au minimum un sommet pour la Chine, ça risque d'arriver au niveau mondial. Et donc effectivement, toute cette discussion sur la financiabilité de nouveaux projets sur du très long terme se pose, parce qu'effectivement, on est quand même dans un monde qui espère, je dis bien, être neutre en carbone en 2050. 2050, c'est dans un quart de siècle. C'est la Chine, et c'est pas que la Chine. Moi, j'étais en Inde il n'y a pas très longtemps. L'Inde aussi, étant dans un moment où sa demande de pétrole semble arriver sur un plateau. Et en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est effectivement du déplacement de la demande. C'est le développement extrêmement rapide du véhicule électrique. Alors en Inde, c'est plutôt le triporteur électrique, enfin le 3 roues électriques. Mais ça finit par faire pas mal de barils par jour qui ne sont pas consommés. Un mot là-dessus ? Non, je rebondis juste par rapport au gaz. Et vous avez raison. Enfin, le gaz, je pense qu'il faut le traiter à part. Le gaz Pourquoi ? reste quand même une énergie de transition. Aujourd'hui, on voit énormément d'investissements gaziers. Certes, en fait, si on regarde les 3 types d'énergie fossiles, donc le charbon, le pétrole et le gaz, le charbon, le pic, je pense qu'il est déjà atteint, on peut le dire. Le pétrole, effectivement, je pense qu'on projette d'ici quelques années. Le gaz, dans toutes les projections, il va croître d'ici 2030, il va stagner, parce que tout simplement, c'est une énergie de transition. Ça veut dire quoi, une énergie de transition ? Une transition, ça veut dire déjà, en termes de pollution, il pollue 2 fois moins il émet 2 fois moins d'émissions que... je crois que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, ça dépend. que le pétrole. Non, mais c'est une énergie fossile. Ça reste, bien évidemment, ça reste une énergie fossile, mais ça reste une énergie, c'est pour ça que j'appelle le terme énergie de transition. Il ne faut pas oublier une chose, et je pense que là, il y a une différence entre les majors européens, d'ailleurs, et les majors américaines, c'est que les majors européens, de leur politique, ils utilisent un peu cette rente pétrolière des énergies fossiles pour le bas carbone. Donc ça peut être aussi une source d'aller un peu plus investir sur les énergies nouvelles et sur le bas carbone. D'ailleurs, Total investit à peu près un tiers dans le renouvelable, ce n'est pas rien.
Non, c'est pas rien, effectivement. Et puis, il se pose une question de comment je fais pivoter mon portefeuille de projets, comment je m'adapte à la nouvelle demande d'énergie qui s'adresse à moi. Juste pour revenir sur le gaz, en fait, il y a le gaz au moment où on le brûle. Alors, effectivement, ça, c'est plus efficace. Hein, mais le gaz, au moment où on le comprime pour le charger sur des bateaux, le bateau qui se déplace, etc., si on commence à rajouter l'énergie et notamment le CO2 qui est associé à ça, bon, le bilan est quand même pas incroyable. Voilà, et il y a surtout un point qui n'est pas évoqué quand on parle du transport, c'est par des méthaniers qui, eux, ont le gazoil le plus polluant, le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et en plus, c'est dangereux. Donc, vous mettez du GNL en circulation dans une zone de guerre. Comment vous dire? En termes de risque, là, les assurances aussi ont des primes qui ne cessent. Vous êtes dans le détroit d'Ormuz, en guerre. Donc, le coût de l'assurance, il est aussi colossal. Donc, vous avez vraiment un enjeu à la fois climatique et financier qui reste compliqué. Le storytelling, la façon de raconter l'histoire en disant que le gaz, c'est l'énergie de transition, c'est pas complètement faux, que c'est moins polluant que le charbon. Mais en revanche, le côté autonomie que procure l'énergie renouvelable et surtout la facilité d'installation. C'est-à-dire que si l'Inde s'est équipée aussi rapidement, c'est parce qu'ils sont venus entre construire un pipeline qui en plus doit être sous l'eau, par exemple, avec toutes les contraintes de forêt offshore, etc., versus installer du renouvelable qui permet d'électrifier extrêmement rapidement. Le choix, il est assez vite fait, en fait. Très rapidement Oui, non, sur la demande du gaz, ce qui va vraiment déterminer, c'est la montée en gamme de la batterie ou pas, en fait. Hein. Vous avez besoin de batterie pour stocker votre électricité quand vous ne pouvez pas produire de l'électricité renouvelable. Et voilà, si on arrive à avoir des batteries stationnaires qui augmentent rapidement, bah là, oui, la demande de gaz n'augmentera pas énormément. Mais par contre, jusque-là, on a besoin de gaz pour cette flexibilité. Bon, je voudrais qu'on vienne un petit peu au pétrole avant de continuer sur le renouvelable. Je voudrais parler du Venezuela, puisqu'après l'enlèvement de l'ancien président Nicolas Maduro en janvier, la Maison-Blanche exhortait les multinationales américaines à revenir dans ce pays aux immenses réserves d'or noir. Depuis, le secteur s'est ouvert au privé et la vice-présidente vante un nouveau climat. Écoutez. Si le nouveau cadre réglementaire que tu as présenté offre des voies légales, il existe dans notre pays des voies légales permettant aux investisseurs de se sentir en sécurité et d'entrevoir un avenir prospère. Elle s'exprimait devant des investisseurs, précisément, de façon en les tutoyant comme on le fait beaucoup. En janvier, le patron d'ExxonMobil jugeait impossible d'investir au Venezuela. Il a depuis dépêché des équipes sur place. Chevron multiplie les accords. Shell teste aussi le terrain, notamment dans le gaz offshore. Moez Amji, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, le Venezuela aussi devient plus attractif? Alors, effectivement, le Venezuela reste un pays important, tout simplement en termes de réserves et ressources. Elle occupe la première place aujourd'hui, devant même l'Arabie Saoudite. Donc oui, c'est une destination qui reste attractive, qui reste intéressante. En termes de ressources, maintenant, encore faut-il pouvoir les En termes de ressources. Alors maintenant, effectivement, c'est un pays qui a connu des sanctions, donc il y a tout à refaire dans le pays. Les actifs sont à construire, les compétences humaines aussi. On parle de compétences humaines qui sont devenues très rares en matière de technicité de l'industrie pétrolière. Et il ne faut pas oublier aussi que le pétrole de Venezuela, c'est un pétrole qui reste extra lourd. Et à la différence d'un pétrole léger au Moyen-Orient, ça coûte plus cher aussi d'aller l'extraire. Donc oui, ça reste une solution. Après, en termes de potentiel, aujourd'hui, il faut construire énormément d'actifs pour pouvoir peser sur l'échiquier pétrolier mondial. Aujourd'hui, le Venezuela produit un peu moins de 1 million de barils par jour. Dans les années 90, elle produisait 3 millions. Donc on est sur un pays qui peut atteindre 3% de la production mondiale. C'est important, mais ce n'est pas ça qui remplacera demain une zone comme la zone de Moyen-Orient. Et c'est un pays, vous avez parlé des sanctions, mais qui a aussi l'industrie pétrolière a été laminée par des années de corruption, de mauvaise gestion. Ça peut donner, en tout cas, ça peut expliquer la prudence des investisseurs. On revient sur le risque, toujours, la notion du risque qui drive, qui pilote en quelque sorte le choix des décisions d'investissement. Oui, donc c'est pour ça il y a une hésitation aujourd'hui des pétroliers pour aller tout de suite s'engager sur des contrats au Venezuela. Alors dans ce contexte, un autre grand pays producteur entend reprendre le contrôle de ses réserves. Ce sont les Émirats arabes unis. Cette semaine, ils ont annoncé leur départ de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. On écoute le ministre émirati de l'énergie.
Tout d'abord, cette décision est une décision souveraine qui est intervenue après une étude approfondie. Ses bénéfices pour nous sont clairs. Souplesse et rapidité dans la prise de décision, en accord avec nos intérêts nationaux ainsi qu'avec les intérêts des pays et des entreprises qui ont investi aux Émirats arabes unis, des intérêts que nous avons le devoir de protéger. Jean Boissineau, comment faut-il interpréter ce départ d'un producteur important Oui, je crois que parmi c'est de l'OPEP. l'ordre de 3% de la production aussi, 3 milliards de barils. Si j'ai bien compris, sans être aussi spécialiste que mes voisins, c'est un producteur qui avait la capacité d'augmenter sa production, qui est un peu frustré depuis longtemps. Tel que je l'interprète, c'est un producteur... tout le cartel de l'OPEP, en fait, ça marche si vous avez en face de vous une demande qui continue à croître pour toujours. Là, vous êtes Alors peut-être rappeler que l'OPEP, justement, Voilà. il décidait du niveau de production pour influer sur les prix. Exactement. Si vous n'êtes plus en face de cette demande qui croît pour toujours, ça devient très compliqué de se restreindre collectivement. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on vient de voir un de ces moments où les perspectives en termes de demande de pétrole commencent à peser sur la manière dont les producteurs réfléchissent à leur exploitation. Oui, je pense que c'est en partie ça, pas uniquement, hein, mais je pense qu'il y a aussi une question de dynamique régionale entre les Émirats arabes unis et notamment l'Arabie saoudite, qui est quand même le grand acteur de l'OPEP. Hein. Et qui n'est pas du tout dans la même logique. Et qui n'est pas du tout dans la même logique, qui d'ailleurs contrôlait un peu indirectement ce qui se passait au niveau de l'OPEP. Alors je pense qu'il faut aussi mettre ça en parallèle à ce qui se passe aux États-Unis. Le plus grand producteur mondial de pétrole, c'est les États-Unis, en fait. Les hydrocarbures, en fait, c'est des États-Unis qu'elles viennent. Et je pense que les Émiratis se disent, si eux ouvrent les vannes un maximum pour utiliser la rente et maximiser la rente dès maintenant, on veut faire pareil. On ne veut pas perdre le marché. Exactement. Alors que l'Arabie saoudite voudrait plutôt maintenir des niveaux faibles pour des prix élevés, c'est ça ? En fait, l'OPEP contrôle 50% à peu près de la production aujourd'hui. Les Émirats peuvent aller jusqu'à 5 millions, donc ça va faire 5% de moins demain. Donc on va contrôler moins de production, et donc ça veut dire qu'il y aura moins de discipline en termes de quotas. Et la discipline, elle est importante pour maintenir des cours prévisibles. Donc, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je ne vois pas ça comme étant une bonne nouvelle pour les consommateurs. Au contraire, c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs en particulier, parce que je reviens à ce que je disais au départ, ça va accentuer le manque de visibilité, encore une fois. Il y aura de plus en plus d'incertitudes en termes de cours, de prix, et ça, ce n'est pas bon pour prendre des décisions d'investissement. Parce que l'OPEP jouait comme un rôle de régulateur ? Oui, en quelque sorte, effectivement. Est-ce qu'il existe un risque d'effet domino, c'est-à-dire d'autres pays qui souhaiteraient sortir de l'OPEP ? C'est à suivre. Là, on est face vraiment à ce que j'appelle un signal de risque très important qu'il conviendrait du coup de suivre, effectivement, parce que ça pourrait fragiliser du coup l'OPEP et perturber encore plus les marchés pétroliers. Donc, si on vous suit, il faut s'attendre à plus de volatilité. Est-ce que... Oui, tout à fait. C'est probablement des prix un peu moins élevés et plus de volatilité, le total de ce mouvement. Et on imagine que Donald Trump doit se frotter les mains, lui qui souhaite plus de libre concurrence, qui n'aimait pas l'OPEP. Vous voulez pas répondre ? Gros silence. Personne ne se prononce. Il se frotte les mains spécialement à cause de ça. Je crois que Donald Trump ne pense pas à ce genre de choses, pour être assez honnête avec vous. Par contre, là où il pourrait se frotter les mains, c'est de se dire que effectivement, les entreprises américaines qui ont fait des bons investissements pourraient profiter de cette volatilité accrue, parce qu'effectivement, il y aura plus de volatilité. Alors tout va dépendre aussi de ce qui va se passer dans la géopolitique mondiale. Si vous avez un acteur comme la Russie, qui est quand même très isolé, qui revient parce que on a besoin d'elle, qui revient en grâce et peut revendre son gaz et son pétrole sur les marchés mondiaux de manière plus claire que maintenant et plus intense, alors à ce moment-là, de toute manière, ça va rechanger la donne aussi. Joseph Delatte, la multiplication de ces chocs pétro-gaziers, est-ce que c'est pas la bonne occasion de se détourner une bonne fois pour toutes des énergies fossiles ? Écoutez, pas uniquement, je veux dire, pour des raisons climatiques, mais aussi de souveraineté énergétique, de sécurité, voire de rentabilité économique. Climatiquement, de toute manière, oui, ça c'est sûr et certain. Si on veut éviter que notre monde se réchauffe, on n'a pas le choix que de s'en détourner pour une grande majorité des usages, et notamment les usages sur lesquels qu'on utilise on brûle de l'énergie fossile. Par contre, ça dépend qui vous êtes d'un point de vue économique. Si vous êtes la France, oui, la France n'a pas de ressources dans son sol. Si vous êtes l'Arabie Saoudite, non. Si vous êtes l'Arabie Saoudite, vous avez tout intérêt, en tout cas d'un point de vue économique, à l'instant T, pour les quelques dizaines d'années qui viennent, à utiliser votre ressource. Donc,
Je pense que la réponse, elle doit être assez mitigée. Par contre, là où ça devient vraiment réel sur des pays comme l'Europe, comme la quasi-totalité des pays européens, c'est que l'intérêt, il est de plus en plus vers l'électrification. Donc vers une énergie qu'on peut contrôler, alors que ce soit renouvelable, nucléaire, ça, c'est au libre choix de chaque État. Mais par contre, pouvoir contrôler son énergie, c'est la plupart du temps de l'électricité. Alors comment expliquer en Europe que cette stratégie soit si lente à se mettre en place ? Ah bah c'est le fait accompli. Vous avez énormément d'industries qui sont basées sur l'exploitation d'hydrocarbures. C'est très compliqué de switcher d'un moyen à une autre. On voit aussi que ce qui consomme aussi énormément, par exemple, c'est le transport, les voitures individuelles. Et faire changer de comportement les gens, c'est compliqué, ça prend du temps et surtout c'est très répondant au prix. Plus le prix des hydrocarbures va être élevé, plus ça va être facile de faire changer de comportement. Et réciproquement, plus le prix de l'alternative décarbonée aura baissé, parce qu'en fait, il faut avoir en tête que depuis une dizaine d'années, le prix de produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, c'est une division par 10. Les batteries, c'est aussi pareil, de l'ordre de grandeur d'une division par 10. Le véhicule électrique, etc. Donc en fait, il y a vraiment les deux mouvements qui jouent un peu en ciseaux, entre d'un côté des prix de l'énergie fossile plus élevés, et puis les alternatives décarbonées qui deviennent de plus en plus économiques. Et en fait, c'est aussi un problème de récit, c'est-à-dire que autant 2022 a été assez vite une crise énergétique extraordinaire. Il y avait des entreprises qui arrêtaient de produire parce qu'elles produisaient à perte. Le boulanger du coin, les énormes industries qui produisent de l'acier, etc. Et donc, vous avez toute l'histoire à la fois de la sobriété, parce que c'est quand même les deux enjeux. C'est-à-dire, oui, il faut changer de modèle énergétique, mais il faut aussi essayer de consommer moins. Et cette histoire-là, elle s'est écrite, elle a réussi à mobiliser. On a vu vraiment des effets de baisse de consommation, une réflexion des entreprises sur la production de l'énergie qu'elles consommaient. Et en fait, tout s'est arrêté sous prétexte que le prix du pétrole a baissé. Et donc, ce qui est très dangereux et qu'il faut espérer... C'était ça quand vous disiez tout à l'heure qu'on n'avait pas retenu les leçons de 2022 ? Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on continue à raisonner comme s'il n'était pas devenu de plus en plus impératif pour l'Europe. Et c'est un récit politique qui s'est inscrit en particulier à partir des élections de 2024, sous prétexte qu'il y a eu beaucoup moins d'écologistes au niveau européen qui ont été élus. Ah bah, de toute façon, on n'a plus de politique climat réellement ambitieuse. Et partout, il y a en fait un frein sur les énergies renouvelables. Alors que la démonstration de ce que vous venez de dire est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'effectivement, la nécessité de pouvoir maîtriser son énergie, elle est colossale pour l'économie européenne. Mais c'est une difficulté à comprendre ça, à l'expliquer, et à l'expliquer surtout aux citoyens qui, du coup, si on leur explique, ils vont y aller. Après, on peut se mettre aussi dans la peau d'une major qui a investi énormément dans des infrastructures de gaz, donc énergie de transition, de gaz naturel liquéfié, qui coûte beaucoup plus cher que de puiser du gaz comme en Russie et de le faire transiter par des gazoducs. Et on peut se dire qu'elle a tout intérêt à rentabiliser cet investissement colossal. Alors, c'est très clair que tous les gens qui, aujourd'hui, ont des infrastructures qui permettent d'apporter de l'énergie fossile sont pas très pressés de voir la demande d'énergie fossile s'éteindre. C'est très clair, c'est un risque. C'est d'ailleurs un risque qui est très identifié. Enfin, on parle d'actifs échoués, de ces terminaux de GNL, de ces mines de charbon, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par actifs échoués ? En fait, c'est des actifs dont la valeur repose essentiellement sur le fait qu'on continue à consommer ces énergies fossiles. Le jour où on s'arrête, ces actifs ne valent rien puisqu'ils servent qu'à ça. Donc ça, c'est effectivement une problématique bien identifiée. Si vous me permettez, juste pour élargir un tout petit peu le débat, parce qu'on a parlé d'Europe, et en fait j'ai l'impression qu'on rate souvent quand on regarde ce sujet-là, ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Un peu auto-centré. Non, mais moi je trouve ça absolument fascinant. Si on regarde l'année dernière, les nouvelles capacités de production d'électricité partout dans le monde, plus de 90%, 91, 92% de ces capacités étaient basées sur des énergies renouvelables parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable que l'alternative fossile. Et on le voit, ça commence à être très visible. Par exemple, on voit la Syrie se reconstruire, on a vu le Pakistan se couvrir de panneaux photovoltaïques. On a toutes les économies émergentes en développement, pour qui, au fond, la transition est plus simple, parce que ça ne veut pas dire démonter des choses qui existent déjà pour recréer. En fait, ils sont en train de créer un système énergétique à partir de ces panneaux photovoltaïques, de ces batteries, etc. Et honnêtement, la vague est quand même assez impressionnante. On continue à s'étonner de l'ampleur qu'elle prend, en fait.
Et elle va s'accélérer puisque c'est aussi les pays qui sont les plus impactés par la fermeture, le blocage du détroit d'Ormuz. Donc non seulement ils étaient dans une logique de ce type-là, mais en plus, là, ce qui continue à tourner au pétrole, ça tourne de moins en moins. Et ils ont des mesures type Covid pour essayer de réduire la consommation d'énergie. Donc je veux dire, là, il y aura même plus de débat. Et ça, c'est une accélération qu'on ne voit pas en Europe, en fait. Parce qu'ils sont extrêmement dépendants du gaz et du pétrole de Si on prend un exemple, le cas de l'Éthiopie, qui a pris la décision, il y a 2 ans maintenant, de bannir l'importation de véhicules électriques avec des moteurs thermiques. Pourquoi ils ont pris cette décision? Pas pour des raisons climatiques, mais parce qu'en fait, la facture énergétique pèse beaucoup sur leur balance extérieure. Donc, pour des raisons purement macroéconomiques, en fait, on estime qu'en l'espace de 4 ans, ils vont avoir fait la bascule vers le véhicule électrique. Voilà. Et donc ça, des mouvements comme ça, on peut multiplier les exemples partout dans le monde. Non, c'est très intéressant. En fait, je pense qu'il est important toujours on regarde souvent la question au niveau de l'offre et on oublie souvent la demande. Donc je suis d'accord, il faut regarder la demande. La demande, elle reste soutenue. Et donc la demande énergétique, la demande des énergies de manière générale. On a parlé de l'électrification. Certes, il y a énormément de solutions alternatives, donc voilà, mais malheureusement, il y a d'autres industries pour lesquelles la dépendance, elle reste quand même structurelle des énergies fossiles. L'industrie lourde, par exemple. L'industrie lourde, je ne vois pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Donc je pense que demain, ça sera plus un monde qui sera multi-énergie. De mon point de vue, on aura besoin de toute forme d'énergie, pour avoir quand même un prix qui sera abordable. Par contre, on pourra lutter contre la domination des énergies fossiles dans le mix énergétique global. Ça oui, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de 80%, mais de rien, des énergies fossiles dans le mix énergétique global. Ça, par contre, il faudra assez rapidement essayer d'abaisser ce niveau-là, qui est très, très important aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'Afrique. Il y a des pays qui deviennent maintenant producteurs de pétrole et de gaz, et on peut se dire que c'est bon pour leur souveraineté énergétique. Alors, pour autant que j'ai compris, l'essentiel de la logique derrière l'exploitation de ces gisements, c'est plutôt d'aller vendre ça sur les marchés mondiaux pour faire revenir des devises dans le pays, plutôt que de conquérir une souveraineté énergétique locale. La souveraineté énergétique locale, c'est plutôt le panneau photovoltaïque qu'on va importer de Chine. Ou les deux. Il y a des pays aussi africains qui essaient d'utiliser les ressources gazières, certes pour générer de la rente, mais aussi pour faire des centrales électriques à gaz, par exemple. Typiquement, il y a un projet qui est en cours en Mauritanie, pareil au Sénégal. Donc oui, ça peut servir aux deux. Après, effectivement, il y a plusieurs visions. Je pense à l'intérieur du continent africain, avec l'exemple de l'Éthiopie, peut-être d'autres exemples qui vont prendre d'autres chemins. Alors, on va parler de transition. Il nous reste peu de temps. À Santa Maria, en Colombie, s'est achevé mercredi un sommet inédit sur la transition énergétique. 50 pays prêts à discuter de la sortie des énergies fossiles se sont réunis. La France et l'Union européenne étaient présentes, mais pas les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde. Ni l'Arabie Saoudite. Ni l'Arabie Saoudite, bon, ça, c'est moins étonnant. Anne-Catherine Husson-Traoré, lors des dernières COP à Bakou et à Belém, on ne parlait quasiment plus de transition. Est-ce que ce sommet, c'est une réponse à l'échec des dernières COP ? Alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'émergence d'une voie coalisée de plus de 50 pays qui sont effectivement pas producteurs, mais c'est une volonté. C'est-à-dire que ce sommet était co-organisé par les Pays-Bas et la Colombie pour vraiment réunir autour de l'émergence d'une feuille de route sur la transition écologique les pays qui sont les premiers concernés parce qu'eux, on a par exemple les Tuvalu qui sont représentés. Les Tuvalu vont disparaître à cause du réchauffement climatique. Donc, c'est des pays qui se disent, en fait, les énergéticiens fossiles, donc les lobbies des énergies fossiles, et les pays producteurs, et c'est pour ça que je mentionnais l'Arabie Saoudite, ont pris en otage les COP, qui fait que de plus en plus, alors encore plus à Bakou ou autre, on n'arrive plus à faire émerger, puisqu'ils sont là pour bloquer. Donc on n'arrive plus à faire émerger la question de la feuille de route et de la sortie des énergies fossiles. Mais est-ce que c'est pas gênant que les principaux producteurs de pétrole ne soient pas présents à ce sommet ? C'était fait exprès, c'est-à-dire c'était fait pour qu'effectivement on puisse discuter calmement, sortir une feuille de route dont l'objectif est d'apporter une voix cohérente, visible, et de faire entendre la voix de ceux qui veulent faire vraiment la transition et de proposer des feuilles de route pour ça. Mot de conclusion. Non, il faut se souvenir que c'est à la COP28, il y a 3 ans à Dubaï, qu'on a décidé collectivement de transition away, de quitter les énergies fossiles.
et que depuis, la discussion faisait un peu du surplace parce qu'il y avait beaucoup de cacophonie. Donc c'est les gens qui veulent vraiment sortir, qui se disent qu'est-ce qu'on propose à l'ensemble de la communauté mondiale pour... Donc ils veulent servir de modèle, quelque part. Et ils vont publier un rapport avec des solutions, avec des choses. Donc on est vraiment dans quelque chose de très pragmatique et qui va être très concret. On en reparlera lors d'une future émission. On vous réinvitera. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Anne-Catherine Husson-Traoré, fondatrice d'Actors for Sustainability et experte en finance durable. Joseph Delatte, économiste, expert énergie et climat à l'Institut Montaigne. Moez Ajmi, spécialiste du secteur extractif au sein du cabinet EY. Et Jean Boissineau, économiste, auteur de La finance verte aux éditions Duno. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.